Bismillahirrahmanirrahim. J'ai l'honneur de vous rencontrer une autre fois dans la quatrième partie, mes chers confrères, du cours du craniosténose. La quatrième et la dernière, c'était un cours un peu long, c'était un cours un peu détaillé, compliqué, on peut dire chargé, mais j'espère que les vidéos ont été bénéfiques. J'espère que les syndromes, les formes pures, la physiologie, la physiopathologie des craniosténoses est bien retenue là. Je vous invite comme d'habitude à abonner pour recevoir ces vidéos pendant toute l'année. Je vous demande le maximum de j'aime, le maximum de partage. Et on va entamer notre dernière partie. C'est bien sûr le traitement de craniosténose. Les liens toujours sont disponibles dans la description. La playlist est disponible dans la chaîne. Vous êtes les bienvenus à le consulter à n'importe quel moment. Et on commence d'abord le traitement. Il existe deux grandes catégories techniques qui sont bien sûr chirurgicales. Là, le traitement est chirurgical. Craniosténose. Il n'existe pas un traitement médical. C'est de la chirurgie qui va libérer cette sténose-là. Les premières, ce sont les plus anciennes. Elles attaquent toute la compression cérébrale et laissent la croissance spontanée post-opératoire de soins, bien le soin, s'effacer la dysmorphie. Donc, c'était lever l'obstacle, c'est lever la synostose, libérer la suture et laisser le parenchyme lui-même adapte ou bien améliore sa situation là par sa croissance qui est physiologique. La deuxième, elle vise à corriger du même, c'est même pas le volume, elle vise à corriger du même le volume et la forme. Donc, elles sont nées des résultats esthétiques, ce qui était insuffisante à partir des anciennes méthodes et sont dues à collaboration de neurochirurgiens et des plasticiens. Donc, les nouveaux traitements, les nouvelles méthodes, ils vont régler ou bien vont à corriger le volume et la forme. Donc, les deux, c'est l'association du travail d'un neurochirurgien et d'un plasticien afin de avoir un bon pronostic, un bon côté esthétique du patient là pour avoir des résultats esthétiques qui sont suffisants. Donc, heureusement, la chirurgie a développé. Les patients ont un meilleur pronostic sur le plan esthétique plus que précédemment. Donc, les techniques traditionnelles, elle est dite la craniectomie. Donc, crâne-ectomie. Donc, c'est la dissociation de cette synostose qui était linéaire sagittale, qui reste utile dans certains scaphocéphalies. Donc, la scaphocéphalie, c'est la fusion précoce de la suture sagittale. La crâniectomie veut dire c'est faire une ligne ou bien couper l'os au niveau de cette suture-là et pour libérer de nouveau cette suture avant que le cerveau, je répète, avant que le parenchyme complète son développement, sinon ça sera à rien. Après une consolidation des os du crâne, on peut rien faire. Donc, elle comporte la suture synostosée du bridgement jusqu'au lambda. C'est toute la longueur de la suture sagittale. Donc, prenons l'exemple. Là, c'est une craniosténose. On va faire de la craniectomie. On va créer de l'espace là de la bridgement, plutôt de la bridgement, oui, vers la lambda. Donc, c'est la craniectomie. On va faire des traits là afin de libérer et laisser le parenchyme cérébral lui-même faire l'expansion pour améliorer sa situation. Mais c'était, dans des cas, c'était insuffisant. Le patient a eu des séquelles qui étaient esthétiquement insuffisantes. Elle doit être complétée par une craniectomie en arrière des coronales et en avant des lambdoïdes pour favoriser la correction de l'allongement crânien antéro-postérieur. Donc, on va lutter contre l'allongement antéro-postérieur par la craniectomie linéaire sagittale. Donc, ça, c'était la méthode traditionnelle. Elle a été efficace dans certains scaphocéphalies. C'est de
désynostoser ou bien lever le synostose, défusionner les fragments qui ont été prématurément fusionnés afin de lever cet obstacle et laisser le parenchyme cérébral améliorer pendant sa croissance physiologique. Donc, ça, c'était la crâniectomie précédemment utilisée. Donc, deuxièmement, la chirurgie crânio-faciale ou bien des craniosténoses, la nouvelle technique. Donc, le but est de décomprimer le cerveau, reconstruire une anatomie normale et restaurer la croissance ultérieure. Donc, c'est à visée multithérapeutique. Les techniques sont donc différentes selon le type des craniosténoses, l'âge de l'enfant. Leur principe repose sur la dépose de toutes les zones anormales. Donc, on va déposer toutes les zones anormales du squelette crânien, incluant parfois même les zones orbitaires lorsqu'elles sont concernées par la dysmorphie. Comme on avait dit, ça c'est de l'association du double travail du neurochirurgien et du chirurgien plastique ou bien esthétique. Donc, ça c'est de la nouvelle méthode, elle a eu des résultats favorables. Donc, la reconstruction à l'aide de volets osseux de taille et de courbure sélectionnée. Là, c'est plus compliqué. Donc, c'est plus efficace. Donc, en prenant l'exemple dans la scaphocéphalie, la voûte est déposée en une série de volets taillés selon le changement de courbure et incluant le plus souvent la région frontale qui est la partie la plus visible de la dysmorphie. Donc, ces volets-là sont transposés de façon élargie afin d'élargir le crâne et diminuer sa longueur. Ça, c'est illustré là. Vous voyez que ces fragments-là, ils sont élargis là, afin d'éviter. Donc, ça, c'est la suture qui était. Vous voyez pas l'absence de la suture. Ça, sagittale, ça va donner une scaphocéphalie. La chirurgie, la nouvelle méthode, c'est de lever l'obstacle. Et bien sûr la reconstitution des os du crâne afin de lutter contre l'allongement antéro-postérieur. Donc ce sont des techniques complexes, de nouvelles techniques, ils ont prouvé son efficacité. Donc dans les craniosténoses affectant la région fronto-orbitaire, c'est toute la région frontale, incluant les arcades sourcilières, qui vont être déposées. Même le report orbitaire va être remodelé, puis remis en place. Donc, vous voyez, c'est une intervention chirurgicale, esthétique en même temps. Donc, c'est un peu compliqué. C'est, ça demande de la précision, ça demande d'une, d'une expertise chirurgicale. Donc, et dans la trigonocéphalie, un mouvement de redressement effaçant le V anormal. Donc, ce que vous devez retenir dans le nouvel traitement chirurgical, elle vise à, ça c'est noté là, de décomprimer le cerveau et c'est de la reconstruction des os, reconstruction anatomique normale et restaurer la croissance ultérieure. C'est de nouvelles techniques qui ont prouvé leur efficacité et ils ont amélioré le pronostic fonctionnel et esthétique des patients. Donc ça, c'était brièvement les nouvelles techniques chirurgicales. C'est un peu complexe, comme vous voyez là. Donc, là, c'est la crâniectomie, vous voyez, c'est une tranche de l'os qui était réséquée, donc afin de faire un remodelage osseux. Donc, vous voyez ça, c'est un travail symétrique, c'est un travail géométrique. Donc, c'est de l'esthétique associée à de la chirurgie. Dans la plagiocéphalie, bien sûr, on va faire un avancement du côté atteint, englobant l'apophyse orbitaire externe. Dans la brachycéphalie, on va utiliser un avancement global, d'autant plus important que l'enfant est plus jeune. Dans l'oxycéphalie, un mouvement de bascule vers l'avant du front et ensuite reconstruit à l'aide du volet de la taille et de courbure convenable prélevée de la voûte. En résumé, la nouvelle technique, elle va faire de mécanismes contraires aux
à la déformation. Donc, on va lutter contre la déformation en utilisant un remodelage osseux. Ça va nous permettre d'améliorer la déformation vers un résultat qui est adorable. Ça, c'était concernant les os du crâne ou bien de la voûte. Chez les déformations faciales, on va utiliser de l'ostéotomie faciale. En cas d'hypoplasie faciale, on peut traiter par l'avancement de maxillaire. Dans certains cas particuliers, l'avancement front facial en monobloc. Donc, c'est l'intervention chirurgicale de remodelage. Le traitement de l'hyperthyroïdisme fait appel selon les cas, soit à la technique standard de rapprochement orbitaire, soit à une procédure de bipartition faciale. Là, c'est indiqué, vous voyez la technique chirurgicale qui a traité la déformation vers un résultat qui était satisfaisant. Donc, ça, c'est des techniques, de nouvelles techniques chirurgicales. Vous voyez qu'elles donnent des résultats adorables, des résultats favorables. Vous voyez la déformation a évolué de cette déformation qui était crânio-faciale à un résultat adéquat. Là, le pronostic esthétique est favorable. Et ça a été fait dans les premières années de vie du patient, avant que le patient sache ou bien faire de la reconnaissance de son visage. Donc le nouveau-né ou bien l'enfant va reconnaître lui-même à cette forme-là et pas à ces formes-là. Donc il n'aura pas de complexe, il n'aura pas de retentissement psychologique. À chaque fois qu'on fait l'intervention précocement, on évite la souffrance psychologique, esthétique, stigmatisante du patient. Donc, heureusement, la chirurgie, c'est le traitement favorable si elle est, je répète, faite précocement dans les premiers mois, voire les premières années de vie. Maintenant, les indications opératoires. Je répète, la première année constitue la période la plus favorable aux interventions pour les craniosténoses. Donc pourquoi? C'est la croissance rapide du cerveau. L'âge, le remodelage de l'os est facile. C'est l'os qui est cartilagineux. La perte de substance osseuse laissée par l'avancement se comble vite et consolide. Et la dysmorphie crânio-faciale aura disparu au moment que l'enfant prendra la conscience de son image corporelle. Donc le patient va reconnaître lui-même dans la forme améliorée. Après la guérison, il ne va pas reconnaître lui-même comme un stigmate. Donc il faut donc opérer le plus tôt possible. Je suis en train de répéter ce qu'on avait dit dès la première partie. L'atteinte monocyturaire dans les formes vues précocement. L'âge optimal de correction, ça vous devez retenir, c'est entre 6 mois et 12 mois. Pourquoi? Ça, c'est l'âge où le cerveau va dupliquer le volume. Ça nous fait rappel à la première partie. Donc, tout ce qui est en rouge, vous devez retenir, ça peut être des questions fréquentes d'examen. Donc, dans l'atteinte plurisuturale, les craniosténoses atteignent plusieurs sutures là, qui met en jeu le pronostic fonctionnel. Il faut donc les opérer le plus vite possible, c'est-à-dire les 6 premiers mois. On n'attend pas une année. Les 6 premiers mois dans les atteintes plurisuturales, ça c'est le temps favorable d'intervention chirurgicale. Donc, en cas d'une atteinte monosuturale, la correction a un délai de 6 à 12 mois. Mais si l'atteinte elle est plurisuturale, le délai c'est de 6 mois. Donc, je répète, le traitement chirurgical doit être le plus précocement possible dans les premiers mois de vie du patient ou bien du nouveau-né. Donc, 6 mois, gardez ça en tête. Pour les brachycéphalies, les synostoses multiples et de l'oxycéphalie. Deuxièmement, lorsque ces craniosténoses sont vues entre 1 et 3 ans. Donc, c'est logique, on doit opérer pour préserver le reste de la poussée cérébrale pendant ces années-là. Mais au-delà de 3 ans,
Les indications sont plus nuancées et se fondent sur l'importance de la dysmorphie et la possibilité d'amélioration. Là, le parenchyme a déjà triplé de volume. Sa croissance va être presque nulle ou bien minime. Là, peut faire, parfois rien faire pour la déformation. Là, malheureusement, le stigmate a été s'installer pour le patient. Je répète, c'est le rôle de l'intervention chirurgicale précoce. Maintenant, les résultats morphologiques de la technique crânio-faciale sont excellents. De grande majorité des cas, les cicatrices cutanées vont masquer par le queue de cheveux. De la plupart des enfants, le résultat fonctionnel de l'hypertension va disparaître après l'intervention. Ce phénomène s'accompagne constamment d'une disparition des impressions digitiformes radiologiques lorsqu'elles existeraient. Donc, comme je vous ai dit, les nouvelles techniques craniofaciales ont des résultats excellents si ils sont pratiqués précocement dans les premiers mois de vie. Les résultats mentaux, donc par l'évaluation de l'indice, bien le quotient intellectuel, le QI, elle dépend de l'âge et de l'intervention et du niveau mental. Donc, c'est à évaluer. Donc, les résultats morphologiques sont excellents. Les résultats mentaux, donc, par exemple, des syndromes, ça reste à évaluer après l'intervention chirurgicale. On voit des résultats. Les résultats sont excellents sur le plan morphologique. Là, ça a été une angiocéphalie traitée. Vous voyez là, le résultat, c'est très excellent. Aucun stigmate est retenu dès que la l'intervention a été très précoce. Donc, de bons résultats, voire des excellents résultats ont prouvé sur le plan morphologique. Les complications, elles sont rares. En préopératoire, le risque principal, c'est de l'hémorragie. Heureusement, la mortalité, c'est de 0,1%. Parfois, ce sont des problèmes de réossification, c'est 5% des cas. Le risque de récidive est globalement de 3%. Donc, vous voyez, c'est du bon pronostic si la chirurgie crânio-faciale a été mise en précoce. Les formes graves, ce sont les syndromes d'Apert, les dysostoses crânio-faciales majeures, le syndrome de crâne en trèfle. On a la forme tératogène de la dépakine, ça nous fait rappel aux premières parties, et les craniosténoses qui sont liées à des anomalies chromosomiques, donc ils vont avoir un avenir mental constamment désastreux. Donc c'est le retard mental malheureusement dans les formes où il existe des anomalies chromosomiques. Donc gardez-vous en tête ces formes graves-là, ça peut être des questions d'examen. C'est le syndrome d'Apert, c'est la dysostose crânio-faciale majeure, le syndrome de Crouzon. Troisièmement, c'est le syndrome de Pfeiffer ou bien le crâne en trèfle. Et bien sûr, la forme tératogène de Dépakine et les craniosténoses qui sont liées à des anomalies chromosomiques qui vont avoir un retard mental ou bien des retentissements mentaux désastreux. Malheureusement, c'est un désastre. Dernièrement, les points forts. Le diagnostic de la craniosténose est un diagnostic clinique. Il s'agit d'une déformation crânienne. Celle-ci est presque toujours évidente dès la naissance. Ça, c'est le deuxième. Troisièmement, en absence de traitement, la déformation crânienne donc, va donner des répercussions psychologiques importantes. Il n'existe pas, ils ne sont pas à améliorer spontanément, malheureusement, sauf dans des rares cas. Donc, les craniosténoses ont une évolution défavorable sans traitement. Les craniosténoses comportent toutes, à des degrés divers, un risque d'hypertension chronique, où on avait dit que les risques étaient très importants dans le syndrome de Trèfle
et de l'oxycéphalie. Le risque il est plus important lorsque le nombre de sutures synostosées augmente. Ça, on a déjà dit. Et dernièrement, l'intervention prévient l'hypertension intracrânienne, les répercussions neurocognitives, psychologiques. Il est important que le spécialiste puisse examiner l'enfant dès ça, c'est très important dès les premiers mois, afin de déterminer la meilleure période du traitement chirurgical qui varie selon le type de craniosténose. Parfois, c'est entre 6 à 12 mois lorsqu'elle est monosuturaire, mais si elle est pluricuturaire, l'intervention chirurgicale doit être faite dans les 6 premiers mois de vie. Ça, c'était la fin du cours de craniosténose. C'était un cours un peu lent, un peu chargé de notions, mais j'espère que maintenant vous pouvez maîtriser les syndromes, les différentes techniques de chirurgie, les résultats, les points forts. J'espère que tous les points forts qu'on avait dit dans ces 4 parties sont mis en jeu. Je vous remercie pour votre attention. C'est un honneur toujours de vous rencontrer. Je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah. Bon courage, mes chers confrères. À la prochaine.